Bonjour à tous. Bon, je me présente, je suis Christine Briand, je suis ingénieure développement à l'IFCE sur le bien-être du cheval. J'ai une formation de vétérinaire et également une formation universitaire en biologie. Alors, la présentation va durer à peu près 15 à 20 minutes et ensuite vous aurez 20 minutes à 30 minutes pour poser vos questions sur le chat. Vous pourrez également télécharger le PowerPoint à l'issue de la conférence, ou vous pourrez également aller le rechercher par votre mail d'appel sur le site ou dans 8 jours sur le site. Tout ça vous sera expliqué à la fin. Donc s'il y a un problème éventuellement, il y a une personne qui m'accompagne et qui pourra vous aider à régler les problèmes de connexion, de son ou autre. Voilà, donc maintenant on va y aller. Je vais donc débrancher la caméra maintenant qu'on a fait connaissance. Et on va donc commencer sur le thème du bien-être. Alors, le bien-être des équidés. Donc en fait, cette conférence est une introduction aux autres conférences qui auront lieu sur le bien-être. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de définir ce qu'est le bien-être et d'en voir les principaux points. Alors le bien-être ne date pas d'hier. Déjà, les grands écuyers en parlaient. Mais bien sûr, ils parlaient du cheval monté, alors que vous allez le voir, le bien-être, c'est bien plus vaste que cela. Alors tout d'abord, Xénophon, dans les années -400 avant Jésus-Christ, disait « Si le cheval a peur, ce n'est pas en le rudoyant, mais en le traitant par la douceur, qu'on lui apprendra qu'il n'a rien à craindre. Il ne faut jamais traiter un cheval avec colère. » Plus récemment, Bedan disait « Pour qu'un cheval soit agréable et facile à monter, il faut qu'il ait été dressé par des moyens doux. » Donc là, ce qui est très important, c'est qu'effectivement, on ne travaille pas un cheval ni par la force, ni par la peur. Plus récemment, la Guérinière a parlé de la connaissance du naturel d'un cheval, que c'était un des premiers fondements de l'art de le monter et que tout homme de cheval en doit de faire sa principale étude. Donc là, on voit pointer une petite notion déjà d'éthologie avec le naturel du cheval qui est utilisé pour le monter. Alors maintenant, qu'en pensent les scientifiques? Un petit peu d'histoire, c'est quand même important de savoir d'où vient la notion de bien-être qui est utilisée aujourd'hui. Au XVIIe siècle, Descartes, avec sa conception mécaniciste, considérait l'animal comme une machine. Il a fallu près de 2 siècles pour que Darwin, avec sa théorie de l'évolution, montre un lien entre l'homme et l'animal. Et en fait, le concept de bien-être actuel date des années 60 avec l'arrivée et le développement de l'élevage industriel, de la basse-cour à la batterie. C'est en 1964 que Ruth Harrison a publié un ouvrage, Animal Machine, où il dénonçait les conditions d'élevage intensif des animaux domestiques. Donc cela a été repris en 1965 par Bramble, donc en Grande-Bretagne, tout a démarré là-bas, qui a publié un rapport scientifique selon lequel les animaux ressentent douleur, souffrance, stress et émotion, et selon lequel il dénonçait les conditions de l'élevage industriel. Donc là, vous voyez, commence une pression sociétale qui va aboutir en fait aux notions et à l'évolution du bien-être jusqu'à aujourd'hui. Donc ce rapport de Bramble a abouti en 1979 à la publication par le Farm Animal Welfare Council. Donc c'est un organisme britannique indépendant qui a été en fait créé par le gouvernement britannique, mais il est consultatif. Donc on va voir quelles sont ces 5 libertés. En fait, 5 libertés, c'est la traduction du terme anglais 5 freedoms, mais en fait ce sont des besoins fondamentaux. Voilà les 5 libertés: ne pas souffrir de faim ou de soif, ne pas souffrir d'inconfort, ne pas souffrir de blessures, douleurs ou maladies, pouvoir exprimer des comportements naturels propres à l'espèce. Donc là, vous voyez, on retrouve le mot naturel que je vous avais cité tout à l'heure en parlant de la guérinière. Ne pas éprouver de peur ou de détresse prolongée. Donc maintenant, aujourd'hui, où en est-on de cette définition du bien-être? Donc je vous ai sélectionné la définition de l'ANSES,
qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et qui dit que le bien-être animal, et donc le bien-être du cheval, c'est un état de complète santé mentale et physique. Donc, le cheval est un être sensible physiquement, mais également mentalement, ce qui veut dire qu'il ressent des émotions. Donc, les émotions peuvent être négatives, comme la peur, la frustration, et ça peut être également des émotions positives, comme le plaisir. Alors, une émotion, c'est très bien défini au niveau scientifique. En fait, elle se compose de 3 parties. Une première partie comportementale. Donc là, je vais sortir mon petit pointeur. Hein, où en fait, l'animal va exprimer le comportement, donc correspondant à son émotion. Par exemple, là, il s'agit de la peur. Composante physiologique, avec pour la peur une augmentation du rythme cardiaque. Et composante au niveau du cerveau, où en fait, il va y avoir perception de l'information, traitement de l'information et mémorisation de l'information. Donc vous voyez, c'est très précis. Alors la deuxième partie de la définition, donc vous vous rappelez, état de complète santé mentale et physique qui découle de la satisfaction des besoins physiologiques et comportementaux essentiels et de ses capacités à s'adapter à son milieu. Donc là, on va voir que le bien-être comprend 4 grands principes qui découlent des 5 libertés. Une alimentation adaptée, un hébergement adapté, des comportements appropriés et une bonne santé, tout ceci avec un stress minimum. Mais ça n'est pas tout. En fait, on va optimiser les conditions de bien-être en optimisant l'environnement. Mais ça, c'est la bientraitance et ce n'est pas le bien-être. En fait, le bien-être, c'est la façon dont le cheval va percevoir et évaluer cet environnement à travers ses émotions. Et cette perception, en fait, elle va définir et elle va dépendre d'un certain nombre de facteurs. L'âge du cheval, par exemple, un cheval jeune sera plus peureux, son état physiologique et son état de santé, son tempérament, qui va être modulé par son patrimoine génétique, c'est un peu hérité des parents, mais ça va également être modulé en fonction des expériences passées, ses capacités d'adaptation. Donc cela veut dire que 2 chevaux dans un même environnement, un s'adaptera bien et l'autre pourra ne pas s'adapter. Alors maintenant, pourquoi optimiser le bien-être? En fait, c'est un objectif gagnant-gagnant pour le cheval et pour le cavalier. En optimisant le bien-être, on va réduire les risques au niveau de la santé, notamment pour tout ce qui concerne les ulcères gastriques, les coliques, les problèmes locomoteurs. On va limiter des comportements anormaux comme les stéréotypies, encore appelées tics, tic à l'appui, tic de l'ours, tic de balancement, tic ambulatoire. On va limiter les comportements indésirables comme l'hyperréactivité et les défenses. Et on va également limiter les états émotionnels négatifs comme la perte de motivation pour le cheval au travail, pouvant aller jusqu'à la dépression ou l'apathie. Et par ailleurs, on va favoriser l'attention du cheval, sa facilité d'utilisation. On aura une meilleure progression dans le travail et on aura de meilleures capacités d'apprentissage. Et avec tout ça, on obtiendra une meilleure sécurité pour le cavalier et des performances meilleures pour le cheval. Alors ça n'est pas direct, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de publication qui dit que si un cheval est dans de bonnes conditions de bien-être, il va courir plus vite, il va sauter plus haut ou il va mieux dresser. En fait, c'est indirect, c'est-à-dire comme le cheval va mieux travailler, sera mieux concentré, travaillera plus vite, on aura un effet indirect sur les performances. Alors maintenant, si vous voulez bien, on va voir chacun des grands principes avec quelques points principaux, sachant que là, on va ne faire que survoler le sujet et bien sûr, il y aura ultérieurement d'autres webconférences qui permettront de préciser chacun de ces grands principes. Alors, premier grand principe, l'alimentation. Le principal point de ce grand principe, c'est le fourrage. Donc, le fourrage est indispensable pour tous les chevaux. Donc, le fourrage, c'est l'herbe ou les fourrages conservés, hein, foin, sec, enrubanné, etc. Donc, il est indispensable pour tous les chevaux, quel que soit leur âge, leur race, leur utilisation. De façon optimale, il faut donner environ 2% du poids du cheval en matière sèche de fourrage, ce qui correspond pour un cheval de 500 kg à environ 12,5 kg de foin par jour.
Le fourrage est bénéfique sur l'expression des comportements naturels et il va réduire les risques de coliques, d'ulcères et les stéréotypies. Attention, il faut garder présent à l'esprit que si on donne moins de 1% du poids du cheval en fourrage, donc la moitié des quantités précisées ci-dessus, on va avoir une augmentation importante des risques de coliques, d'ulcères et de stéréotypies. Alors, comment faire? Là, j'ai présenté le cheval en boxe. Donc, le mieux, c'est de donner le foin à volonté au sol. C'est la position la plus physiologique pour le cheval. Si on doit rationner le foin, on peut effectivement le donner dans des filets ou sur des dispositifs posés au sol. Concernant maintenant les concentrés, donc le concentré, c'est les céréales ou les aliments du commerce. Donc vous l'avez compris, le fourrage est indispensable, mais pas les concentrés. En fait, le concentré, il permettra d'équilibrer la ration en fonction de l'utilisation du cheval. Si on a un cheval de loisir qui travaille peu ou un cheval d'enseignement, ça ne sera pas nécessaire. Par contre, ça sera nécessaire pour un cheval qui a des besoins en énergie importants, comme un cheval de sport. Quels sont les risques à donner trop de concentré? Ils sont assez nombreux. Obésité, hyperréactivité, fourbure, stéréotypie et désordre intestinaux. Donc si on donne du concentré, il y a un certain nombre de choses à prendre en compte. Le foin reste bien sûr l'élément principal de la ration et on équilibre le concentré donc en fonction de l'apport du foin. On distribuera le concentré en 2 ou 3 repas quotidiens, toujours après le foin. On ne donnera pas plus de 3 à 4 litres par repas et pas plus de 1 g d'amidon par kilo et par repas, au risque d'engendrer des désordres intestinaux. Donc ça représente à peu près, pour l'orge par exemple, 2 kg pour un cheval de 500 kg. Deuxième principe, le confort pour le repos et l'exercice. Donc confort pour le repos, en fait, ça correspond à une surface de couchage dans un box ou un sol sec et confortable à l'extérieur. Donc là, je ne vais pas en dire plus, sachant qu'il n'y a pas de consensus actuellement sur les dimensions. Donc je préfère parler de l'exercice. Donc le cheval a besoin d'exercice en liberté, en plus du travail s'il travaille. Il faut en effet prendre en compte le fait que dans un paddock ou une pâture, un cheval va parcourir 1 à 15 km par jour, contre 170 mètres dans un box, et au travail, il parcourt environ 2,5 km à 5 km par heure. Bien sûr, au travail, c'est plus intense et sur une durée plus courte que dans les conditions naturelles. Alors, cet exercice en liberté, il est bénéfique sur la santé, colique, développement musculo-squelettique, myosite, sur le comportement, à la fois au box, cheval plus calme, au travail, cheval plus concentré, plus facile à travailler, stéréotypie et facilité d'utilisation du cheval et sécurité du cavalier. Donc ce qui est recommandé actuellement, c'est 2 heures par jour de sortie au minimum en plus du travail. Troisième principe, la santé. Donc là, je vais essentiellement lister les principaux points. Donc, optimiser le bien-être au niveau de la santé, ça consiste à prévenir les blessures, notamment pour la sécurité des installations, l'entretien du matériel et la protection contre les parasites qui peuvent provoquer des blessures s'il y a une infestation. Ça va consister à prévenir les maladies, celles dont on a parlé, également faire une prévention vaccinale et parasitaire et faire les principaux soins aux dents et aux pieds. Et ça consiste également à prévenir toutes les douleurs, qu'elles soient physiques ou psychologiques, donc j'insiste vraiment sur ce mot psychologique, induites par les pratiques d'élevage ou d'utilisation. Donc ça concerne tout ce qui est intervention de convenance et également toutes les pratiques et techniques à pied et montée dont on va reparler dans la relation avec le cheval. Quatrième principe, les comportements. Donc je dirais quatrième et dernier principe, puisque le stress il est transversal à tout cela. Donc dans les comportements, il y a 2 parties. Que le cheval puisse exprimer les comportements naturels de son espèce et qu'il ait une bonne relation à l'homme. Alors les comportements naturels de l'espèce, ils sont essentiellement exprimés au travers des relations sociales. Donc ça, c'est bénéfique à la fois sur les comportements, en limitant le stress et les stéréotypies. C'est bénéfique sur les capacités d'apprentissage et sur la sécurité du cavalier. Alors le mieux, c'est effectivement de mettre les chevaux en groupe, sachant que la mise en groupe se fait à partir de 2 chevaux. Donc le mieux, les contacts totaux. Si on ne peut pas, on va essayer
comme là, effectivement, d'essayer de mettre les chevaux en relation par rapport au niveau des portes des boxes, ou alors au niveau de cloisons qui seront ouvertes entre les boxes. Sinon, un contact visuel, un contact olfactif, je dirais, c'est toujours mieux que rien. Et un contact visuel, c'est moins bien, mais toujours mieux que rien. Par contre, évitez absolument d'avoir des chevaux seuls dans des boxes avec aucun contact, même visuel. Dernière partie, les relations avec l'homme. Donc, une bonne relation avec l'homme, elle va s'établir d'une part lorsqu'il y a un bon environnement, donc c'est ce qu'on vient de voir, et ensuite elle va se bâtir sur la base des interactions qui vont avoir lieu tout au long de la vie du cheval. Donc, il y a des interactions positives ou négatives au travers des apprentissages, et en fait, la relation, à un moment donné, elle sera égale à la somme de toutes ces interactions. Donc, il faudrait qu'il y en ait un maximum de positives. Et ce qui est très important, c'est les interactions, bien sûr, dans la jeune vie du cheval, parce que quand il sera plus âgé, il sera peut-être un petit peu moins sensible. Alors, comment optimiser la relation homme-cheval? Essentiellement, on va avoir 3 points principaux aujourd'hui. Tout d'abord, adapter le tempérament du cheval à son utilisation. Donc, vous savez, le tempérament du cheval a 5 dimensions. Donc, pour un cheval de loisir ou un cheval d'enseignement, on choisira un cheval qui est relativement plutôt pas trop émotif, qui n'a pas trop de locomotion, ni trop sensible tactilement et surtout pas grégaire puisque ça peut être dangereux. Au contraire, pour un cheval de sport, on aimera avoir un cheval plutôt réactif avec de la locomotion, sensible tactilement, et je pense que le cavalier pourra très bien se débrouiller éventuellement d'une certaine grégarité du cheval. Deuxième point, utiliser les principes de l'apprentissage. Donc ces principes de l'apprentissage, en fait, ils sont applicables à tous les animaux, je dirais des abeilles jusqu'aux singes primates, jusqu'aux primates, les grands singes. Par contre, les animaux n'apprennent pas la même chose avec ces principes. Donc ils sont adaptés aux chevaux, donc on en reparlera dans d'autres webconférences. Vous pouvez trouver des informations dès maintenant sur les fiches Wikipédia, également sur le site de l'ISES, International Society for Equitation Science, et également dans un guide pratique qui a été édité par l'IFCE, écrit par Léa Lansade, donc chercheur à l'IFCE INRA, et qui explique tout cela de façon imagée et très simple à comprendre. Et c'est vraiment un guide très très utile pour tous les cavaliers. Dernière chose très importante au niveau de la relation homme-cheval, utiliser des techniques respectueuses du cheval et des matériels également respectueux du cheval. Donc en ce qui concerne le mental du cheval, je dirais, il est important, je dirais même indispensable, de prendre en compte ses capacités physiques et mentales, c'est-à-dire ne pas lui demander des challenges qu'il ne sera pas capable d'atteindre. Prendre en compte sa réactivité émotionnelle, puisqu'on a vu que le cheval ressent des émotions, ne pas utiliser la peur ou la fuite dans les apprentissages, et travailler soi-même en étant dans un état émotionnel positif, afin de pouvoir donner toute son attention au cheval. En ce qui concerne les matériels, l'adaptation de la selle est très importante. J'ai lu une publication récemment où il disait que sur à peu près 1 millier de cavaliers qui avaient été observés, il y en avait un tiers qui avait une selle mal adaptée, donc comme sur la photo là. En fait, le cavalier est assis de travers. En fait, la selle bascule d'avant en arrière ou glisse sur le côté. Et en fait, donc évidemment, c'est gênant pour le contact avec le cheval. Modérer tout ce qui est utilisation d'enraînement et serrage des museroles. En général, quand il y a un problème avec un cheval, on change de mort, on serre la muserolle, on essaye un enraînement. Bon, il faut peut-être essayer de penser à tout ce qu'on a vu précédemment qui peut perturber le bien-être du cheval et lui faire avoir ces réactions. Et enfin, utiliser avec prudence et réflexion toutes les techniques d'assouplissement et de musculation. Là, je pense notamment à l'hyperflexion, mais dont on reparlera dans des conférences ultérieures. Donc enfin, voilà, dernière diapo, il faut avoir un certain nombre de points de vigilance concernant le bien-être du cheval. Il faut savoir qu'il y a des périodes délicates au cours de la vie du cheval, la naissance, le sevrage ou le débourrage, où il ne faut absolument pas rater les apprentissages. Il y a des pratiques qui peuvent engendrer la peur et le stress, comme le transport, la tonte, les soins divers et les interventions vétérinaires. Et donc là, il est très important de pratiquer l'habituation pour effectivement, on en profitera pendant toute la vie du cheval. Et enfin, dernière chose, il faut toujours avoir en tête que en ce qui concerne les défenses et les comportements indésirables, les causes principales en sont les suivantes. Inconfort ou douleur, peur, comportement involontairement appris par le cavalier ou incompréhension des demandes du cavalier.
Voilà, donc maintenant, si vous avez des questions, je vous propose de les écrire dans le chat qui vous est dédié. Donc, j'essaierai de répondre à toutes les questions. Si je n'arrive pas à répondre à certaines questions par manque de temps, si je n'ai pas la réponse, vous pourrez obtenir la réponse donc par cette adresse mail. Et de même, si possible, ne pas poser de questions personnelles ou particulières, ou sinon vous les poserez ultérieurement donc par l'adresse mail info-ifce. Alors, première question, que pensez-vous des licoles éthologiques pour le travail à la longe? Bon, alors en fait, moi, personnellement, je ne fais que diffuser les connaissances qui sont transmises par l'intermédiaire des publications scientifiques. Donc, en fait, il n'y a pas de publication scientifique sur les licoles éthologiques. Par contre, il y a un certain nombre de choses à prendre en considération au sujet de ces licoles. Donc, on sait qu'en fonction de la façon dont ils sont ajustés, par les petits nœuds, ils appuient sur certains nerfs de la face. Donc, on sait que la face du cheval est très sensible. Donc, par exemple, de ce fait, les Suisses, par exemple, ont interdit d'attacher un cheval avec un licol éthologique. Donc, le licol éthologique, bien évidemment, peut être utilisé, je pense, personnellement, bien qu'il n'y ait rien dans les publiés à ce sujet-là, avec une utilisation modérée, dans la mesure où, effectivement, si on tire dessus, on va faire mal au cheval. Surtout si on tire dessus, je dirais, de façon inappropriée. Donc on verra ça lors de la webconférence sur les apprentissages, où en fait, quand on applique au cheval, donc si on tire sur le licol éthologique alors que le cheval n'avait rien fait de mal, alors ça peut très bien être un renforcement négatif pour expliquer quelque chose, mais si le cheval le considère comme une punition, effectivement, il peut avoir du mal à comprendre, et donc pourquoi pas l'utiliser dans le cadre du travail à longe, mais effectivement, il faut très bien savoir quelles vont être les aides qu'on va utiliser de façon à ne pas avoir de comportement mal compris par le cheval. Alors, deuxième question, quelle est votre source d'information concernant les distances parcourues en box paddock? Alors tout ça, donc tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, en fait, ce sont des connaissances scientifiques qui sont publiées dans des articles de scientifiques, articles internationaux. Et donc, en fait, nous, on fait une synthèse de tous ces articles-là. Donc, les distances que j'ai données, en fait, 1 km à 15 km. Bon, en fait, 15 km, c'est la distance parcourue moyenne par un cheval dans les conditions semi-naturelles, comme un cheval de Przewalski. Les chevaux domestiques, naturellement, parcourent moins de distance. C'est de l'ordre, quand ils ont un territoire, je dirais, sans limite, de très très grands espaces, ils parcourent en moyenne 7 km par jour. Et en fait, quand on diminue la taille des paddocks, dans les petits paddocks, on arrive à 1 km. Voilà comment j'arrive à ces distances-là. Et sinon, les distances dans les box, il y a encore actuellement très peu d'études. Donc 170 mètres, ce sont des... Je ne me rappelle plus exactement dans quel type de publication c'est, mais ça doit être un cheval qui a été filmé avec une caméra. Bon, à savoir qu'actuellement, il y a beaucoup d'études sur ce sujet-là, où on met des accéléromètres sur les chevaux pour mesurer donc précisément les distances qu'ils vont parcourir. Alors, question 3. Taille mini du box, taille mini du paddock. Bon, je vous avais dit que je ne voulais pas en parler aujourd'hui parce qu'en fait, il n'y a pas de consensus scientifique sur cette question. En fait, les scientifiques s'accordent, donc je peux en parler quand même un petit peu, parce qu'il n'y a pas énormément de questions en attente actuellement. Les scientifiques s'accordent sur le fait que la taille du box est moins importante que tout ce qui est mis à disposition du cheval à côté. Ça veut dire suffisamment de fourrage, de l'exercice en liberté et des congénères. Ils s'accordent sur le fait que ce qui est indispensable pour la taille d'un box, c'est que le cheval puisse marcher dans le box, puis se déplacer dans le box et puis se coucher sans difficulté. Voilà les choses sur lesquelles les scientifiques s'accordent.
Maintenant, il y a un cer alors en France, il y a pas de normes, hein, pour l'instant, il y a pas de dimension. Il y a un cer il y a des normes dans dans certains pays étrangers, soit réglementaires, soit des codes, qui en fait, font des recommandations et donc là, les tailles sont assez variables. Donc c'est en général en fonction de la taille du cheval au garrot. On va de, 1 alors je vais vous donner la formule, 1,7 fois la hauteur du cheval au garrot au carré, à 2,7 fois. Donc en gros, pour un cheval de 1,65 m, c'est, aux alentours de 10 m². Voilà. Mais bon, je pense qu'on fera une webconférence là-dessus parce que c'est assez importante et je pense que les professionnels sont assez inquiets si, effectivement il y a des normes de dimension, qui, viennent à être mises dans la réglementation. Alors question 4, il faut que je me dépêche que ça arrive. Y a-t-il des lois qui vont être applicables en France sur le bien-être, matériel utilisé, taille des box, sortie minimum, comme en Suisse par exemple? Bon alors ça, je ne sais pas parce que je ne les réglementations ne sont pas faites, au niveau de la direction où je travaille, hein. Nous, on est direction des connaissances à l'IFCE. Donc bon, ce que je sais, c'est qu'effectivement, donc je parle là des détails, hein. Donc c'est la direction générale de l'alimentation, au ministère de l'Agriculture, qui travaille sur ces sujets-là. Donc je ne sais pas ce qui est prévu. Bon, ce que je sais, c'est qu'effectivement, ces réglementations sont prises en connaissance des connaissances scientifiques qui existent. Ensuite, question 5. Au niveau repos, que conseillez-vous concernant les chevaux au pré toute l'année? Dans le Cotentin, le sable, la paille sous abri, à moins qu'ils doivent rentrer en boxe. Alors, pour les chevaux au pré toute l'année, ce qui est recommandé, c'est que le cheval puisse avoir une aire propre, sèche et suffisamment grande pour pouvoir se coucher. Et quand il y a plusieurs chevaux, qu'ils puissent tous se coucher en même temps. Euh, l'abri, alors l'abri c'est pareil, hein, il n'est pas obligatoire au niveau de la réglementation, mais en fait, en gros, la réglementation, elle dit que si les conditions climatiques sont extrêmes, il faut que le cheval puisse disposer d'un abri. Bon, c'est pas vraiment le cas chez nous en France. Ce que la question c'est sable ou paille sous abri. Bon, en fait, il faut que l'abri soit sec et confortable. Donc, ce que je sais dans les publications, c'est que la litière que les chevaux préfèrent, pardon, au sol, donc ça a été testé en boxe, c'est la paille. Ils préfèrent la paille au copeaux et à tous les autres types de litières, ils préfèrent la paille au sable également. Le sable, c'est en gros ce qu'ils aiment le moins. Ils aiment même le sable moins que les copeaux. Mais par contre, effectivement, il y a certains chevaux qui, pour des raisons de problèmes respiratoires, ne supportent pas de la paille et pour le coup, là, il faut passer au copeaux. Voilà, mais bon, ça n'est absolument pas nécessaire que des chevaux qui sont au pré toute l'année peuvent très bien rester au pré, y compris en hiver, y compris même à des températures négatives, si ils ont été habitués. Alors, question numéro 6. Un cheval ayant toujours vécu seul dans un pré depuis son jeune âge, sevrage, pourra-t-il être introduit dans un troupeau? Alors ça, je dirais que c'est une partie de la webconférence qu'on va faire aux alentours du mois de décembre, où on va expliquer ce que c'est que la vie en groupe et comment gérer les groupes et comment introduire un cheval dans un groupe. Bon, en gros, un cheval, il va acquérir ses compétences sociales dans le jeune âge, avant le sevrage, mais également après le sevrage. Bon, donc je ne sais pas, je ne peux pas répondre pour ce cheval en particulier. C'est possible. En fait, vous verrez dans la webconférence sur les chevaux en groupe, il faudra y aller progressivement. C'est-à-dire ils vont te mettre un autre cheval. Bon, si c'est un cheval qui n'est jamais rentré au box et qui doit rester à l'extérieur, bah, il faudra essayer de mettre un cheval dans le paddock adjacent avec la clôture entre les deux, voir comment il se comporte et s'il se comporte bien, effectivement, après. Les mettre ensemble. Alors après, il y a également des recommandations scientifiques au niveau de l'introduction d'un cheval dans un groupe. Donc ça, je vous en parlerai également. Il y a plusieurs essais qui ont été faits. Donc soit mettre le cheval avant
dans un paddock adjacent au groupe avec un cheval du groupe. C'est a priori ce qui donne les meilleurs résultats. Mais en fait, le bien-être, je dirais, c'est facile à la fois et c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut observer. Donc, observer le cheval et voir comment ça se passe. Après, effectivement, on prend les décisions en fonction de ce qu'on a observé. Mais c'est possible, ça dépend effectivement du cheval. Ça dépend si c'est un cheval très actif, pas très actif. Ça va dépendre aussi de son tempérament. Alors, question numéro 7. Y a-t-il des études dispo sur les effets ou méfaits du mors et pression du filet sur la tête du cheval? Alors en fait, il y a des effets, il y a des études, donc ça, effectivement, on en reparlera également ultérieurement. Il y a beaucoup d'études actuellement sur la tension des rênes. Donc là, j'ai effectivement pas toutes les infos disponibles et puis ce serait très long à expliquer. Je dirais que ça dépend pas tant du mors, mais ça va dépendre de la façon dont on va l'utiliser et de la tension qu'on va mettre sur le mors et également de la façon dont on va utiliser le mors, c'est-à-dire selon des apprentissages adéquats ou pas adéquats. Donc, il y a actuellement beaucoup d'études qui utilisent des petits appareils, des tensiomètres, qui, qui vont peut-être être bientôt disponibles et qui commencent à être testés sur le terrain pour que les cavaliers puissent effectivement avoir une idée précise de la tension qu'ils mettent sur le mors par l'intermédiaire des rênes, également de la symétrie, parce que très souvent, les cavaliers sont dissymétriques dans leurs actions de main, et effectivement, à partir du moment où on en a connaissance. Alors, il y a effectivement des morts qui sont effectivement plus durs que d'autres. Il y a également beaucoup d'études, un certain nombre d'études actuellement qui sortent sur l'utilisation des muserolles. Où bon, normalement, vous savez, quand on serre une muserolle, on devrait laisser 2 doigts entre la muserolle et la mâchoire du cheval et notamment avec les muserolles pullback, là, les cranks muserolle qui permettent de serrer avec un effet de poulie. Des études ont montré que, en fait, les pressions étaient telles qu'on pouvait, aller jusqu'à léser des nerfs, comparativement à des études effectuées chez l'homme. Donc voilà, donc je dirais d'une façon générale, c'est pas tant le mors que la façon dont on l'utilise qui peut avoir des effets délétères sur le cheval. Ça peut induire de l'inconfort, des douleurs et voire perturber de façon importante les apprentissages. Alors question 8. Pour le repos couché au pré, quand l'herbe est rase et sol sec, comme cet automne, comment faire pour permettre au cheval de s'allonger confortablement au sol, copeaux ou autre? Alors s'il y a effectivement un abri, le mieux, en fait, le cheval, il va aller à l'endroit qui est le plus confortable pour lui. Donc, s'il a un abri confortable, propre et sec, où il peut s'allonger, s'il a envie d'y aller, il ira. Par contre, si dans son pré, il y a un endroit parfaitement climatisé, je dirais, à la fois en ce qui concerne le soleil, le doux soleil du soir et qu'il a envie de se coucher là, il s'y couchera. Bon, le cheval, en fait, il faut lui donner plusieurs possibilités, c'est lui qui va choisir. Donc sous l'abri, voilà, ça peut très bien être un abri, éventuellement même en terre battue, mais il faut qu'il soit propre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit couvert de crottin. Question 9. La tenue des rênes, haute ou basse, qu'en pensez-vous? Alors, là c'est pareil, je dirais que c'est la façon dont on les utilise. Alors il y a une publication de Clémence Le Simple, donc c'est chercheur dans l'équipe de Martinus Berger au CNRS à Rennes, qui a fait une étude sur les chevaux. Alors c'était des chevaux d'école d'équitation, donc des chevaux d'enseignement qui étaient montés par des cavaliers de petit niveau. Donc elle a comparé en fait la façon dont les chevaux étaient montés, main haute et talons hauts, hein, souvent ça va ensemble, et talons hauts, souvent ça va ensemble, ou main basse et talons bas. Donc c'est des cavaliers de niveau petit ou moyen, donc en fait ils écoutent ce que leur dit leur moniteur. Donc il y avait 2 types d'écoles, soit les moniteurs qui demandaient aux cavaliers de revoir leur position et donc de monter main plutôt basse
avec donc ce qui impliquait que les chevaux avaient des encolures plutôt basses et plutôt rondes, ou au contraire, les moniteurs qui demandaient au contraire aux cavaliers de ralentir, et donc ils ne se préoccupaient pas de leur position, donc du coup, les chevaux avaient la tête plutôt haute, les cavaliers les mains plutôt hautes et les talons plutôt hauts, et en fait, ils ont regardé les dos des chevaux, et il y avait plus de chevaux qui avaient mal au dos parmi les chevaux, parmi les écoles où les chevaux étaient montés main haute. Donc pour les cavaliers de petit niveau, il vaut mieux faire monter les mains basses. Par contre, pour des chevaux de haut niveau, bon, il est bien évident que le cavalier sait comment faire sa détente. Donc, bon là, je ne vais rien vous apprendre. Il commencera sa détente avec les mains basses, le cheval bas et rond, progressivement. Il va remonter l'encolure du cheval, remontera les mains, mais en général, des mains au niveau du garrot, c'est bien, d'une façon générale, bon, pour un cavalier déjà d'un niveau confirmé. Alors, ensuite, question numéro 10. Si le cheval entier boxe et donc boxe est donc seul au paddock depuis l'âge de 1 an. Je ne sais pas boxe ou boxer. S'il a des rapports visuels et olfactifs avec d'autres chevaux à côté de lui, grille ou clôture, est suffisant pour se construire niveau comportement? Alors, en fait, pour les chevaux entiers, c'est effectivement compliqué. Donc, ce qu'il faut à tout prix éviter pour le cheval entier, c'est aucun contact, c'est-à-dire seul, enfermé dans un box, au fond de la structure. Donc, il y a des études qui ont commencé à mettre les entiers ensemble, notamment au Haras d'Avanches en Suisse. Effectivement, bon, ce sont des franches montagnes, donc il y a tout un protocole qui a été mis en place. C'est tout à fait possible. Bon, bien sûr, chevaux déférés, pas de jumeaux à proximité, mais ça demande effectivement une organisation et une mise en place un peu, enfin bon, ça demande de l'organisation et de la mise en place. Alors, ce qui effectivement, ce qui peut être fait, c'est on peut essayer de mettre un cheval entier éventuellement avec un hongre. Bon, il semblerait, alors c'est pas publié, mais effectivement, ce sont des choses qui sont proposées. Bien évidemment, ça va dépendre à la fois du cheval hongre et de l'entier. Maintenant, effectivement, on peut tout à fait envisager un entier et un hongre qui communiquent dans un box s'il y a effectivement une cloison entrouverte ou parfois au niveau des box avec des barreaux. Au niveau de la mangeoire, c'est ouvert, donc ça effectivement ça peut se faire, qu'ils communiquent à ce niveau-là et qu'ils puissent se voir. Après, je dirais que ça va dépendre du comportement de votre cheval entier. Vous allez voir si il est bien dans sa tête ou pas. S'il a des problèmes, bon, les entiers effectivement qui sont avec d'autres chevaux, souvent ils sont plus calmes, ils ont moins besoin d'aller vers les autres chevaux. Ça a été publié également, des entiers qui avaient été séparés d'autres chevaux, quand ils ont été remis avec d'autres entiers, il y a eu un effet rebond de toutes les activités, de l'agressivité et puis des activités après amicales. Donc il faut regarder il faut regarder le comportement du cheval entier. Bon, si avec des contacts visuels et éventuellement un peu tactile, olfactif et un peu tactile au niveau de la tête, ça va bien. Bon, voilà, c'est peut-être pas non plus la peine de mettre tout en œuvre pour essayer de les mettre ensemble. Mais voilà, il faut savoir que ça commence à se faire, mais que, comme toute chose, il faut prendre son temps. Donc ça, on en parlera de cette chose-là plus précisément lors de la webconférence sur la mise des chevaux en groupe. Alors, question 11. En groupe, est-ce mieux ou non de séparer les juments, les hongres, etc. Alors, en fait, ça, eh ben non, c'est pas mieux. Donc, ça, ce sont également des publications qui existent sur le comportement où, en fait, il faut essayer de se rapprocher le plus possible des conditions de vie naturelle des chevaux quand il y a le harem. Donc, bon, évidemment, il y a les talons et puis les juments et les poulains. Donc en fait, c'est mieux de mixer les sexes. Alors là, en l'occurrence, de ne pas séparer les juments et les hongres. Et je dirais même, dès le sevrage,
Il y a une publication effectivement qui explique que quand les sexes sont mixés après le sevrage, les interactions sociales sont beaucoup plus complètes que quand il n'y a que des juments ou que des hongres. Alors, surface minimum de litière, question 12, pardon. Surface minimum de litière pour un cheval. Surface minimum, c'est-à-dire surface minimum, est-ce que c'est la surface minimum du box que vous voulez dire? Ça, est-ce que c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure? Ou est-ce que c'est la surface minimum de litière dans un abri à l'extérieur? Mais bon, c'est la même chose, hein. Surface minimum dans le box ou surface minimum dans un abri. Je vous dis pour un cheval de 1,65 m, donc c'est une recommandation, c'est de l'ordre de 9 à 10 m². Que penser des Paddock Paradise? Alors ça, effectivement, il y a très peu de publications encore là-dessus. Donc nous, qui sommes censés diffuser les connaissances scientifiques sur le sujet, bon, on a actuellement peu de bibliographie à disposition. Donc les choses qu'on sait, donc c'est que déjà au niveau des surfaces, donc il faut être assez prudent concernant le minimum de surface par cheval dans ce genre de structure, sachant que donc des publications expliquent que les interactions agressives entre chevaux, quand on met des chevaux en groupe, elles diminuent lorsque la surface disponible par cheval augmente. Donc, à titre de comparaison, il y a une publication qui dit par exemple qu'à partir de 300 m² par cheval, il n'y a plus d'interaction négative. Bien sûr, ça dépend aussi des chevaux. Donc, dans les écuries actives, hein, je ne parle pas des Paddock Paradise parce que en fait, c'est pas tout à fait pareil, mais les publics qui existent, c'est surtout sur les écuries actives. Donc, souvent dans les écuries actives, c'est un petit peu moins que ça, la surface par cheval. Bon, maintenant, tout ce qui est important dans ces structures-là, c'est l'organisation de l'espace. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'impasse, il faut qu'il y ait suffisamment de ressources. C'est-à-dire que tous les chevaux puissent manger en même temps, puissent avoir accès à la nourriture, s'il y a des dominants et des dominés. Donc le mieux, c'est que le foin soit à volonté, hein, qu'il y ait suffisamment de roundballers de façon à ce que tous les chevaux puissent manger en même temps, et également que tous les chevaux puissent se coucher en même temps. En tenant compte bien sûr des chevaux dominés il y a une publication qui montre que les chevaux dominés, souvent, il n'y a pas suffisamment de place. Ils vont aller se coucher dans un endroit qui n'était pas prévu pour ça. Donc en fait, tout va résider dans l'aménagement judicieux des surfaces. Question 14. Et si un étalon à côté de juments, faut-il les séparer absolument car trop perturbant? Donc ça, je suppose que c'est dans un box. Bon, les étalons, il faut quand même les habituer à ce qu'il y ait des juments à proximité. En concours, les juments sont bien sur la même piste et sur la même détente, donc il faut bien les habituer. Donc, bon, en fait, là aussi, tout est question d'observation. Quand la jument va être en chaleur, ça risque d'être assez catastrophique. Donc, tout est question. Si le cheval a été habitué assez jeune, bon, dans les centres équestres ou dans certaines écuries de propriétaires, ceux qui acceptent les étalons, bon, ils placent judicieusement les talons dans la structure de façon à ce que ça ne pose pas de problème. Donc, mais bon, quand le cavalier va aller travailler son cheval sur la piste, il y aura des juments aussi. Donc en fait, là encore, tout est question d'observation. Ça va dépendre de l'étalon. Il y a des étalons, par exemple, les étalons de trail sont assez calmes. Les étalons de sport, bon, risquent d'être beaucoup plus réactifs. Donc, bon, par contre, au moment des chaleurs, effectivement, ça risque d'être très perturbant pour tout le monde. Donc là encore, tout est question d'observation et de logique. Question numéro 15. Surface minimum dans un abri ou au pré. Ah ben, vous aimez bien les surfaces aujourd'hui, alors que je vous avais dit que je voulais pas trop en parler, parce qu'il n'y avait pas de consensus. Donc en fait, là, c'est pareil. Ça va dépendre du nombre de chevaux. Donc, ce qu'il faut, c'est que tous les chevaux puissent se coucher à l'abri et au sec en même temps. S'ils ont envie de se coucher tous à l'abri et au sec en même temps.
Donc, en fait, augmenter la taille de l'abri ou multiplier les abris de façon à ce que tous puissent se coucher en même temps. Donc, je vous dis, ce qui est dans les publications, c'est 8 à 10 mètres carrés par cheval, en fait. Mais certains chevaux dominés, même s'il y a cette surface-là, pourront ne pas aller se coucher dans l'abri, ou iront quand les dominants n'y seront pas. Donc là, c'est pareil, tout est question d'observation. Question numéro 16. Le lien de parenté de deux chevaux qui vivent au pré est-il satisfaisant pour répondre aux besoins d'une vie sociale ou faut-il d'autres chevaux? Ok. Alors, en fait, ça, c'est très important pour le poulain. En fait, souvent quand on a une poulinière et un poulain, la poulinière va élever son poulain et sera souvent seule avec son poulain. Donc là, pour le coup, elle sera plus tolérante vis-à-vis des questions de son poulain que si ce sont d'autres chevaux. Donc pour je dirais l'évolution sociale du poulain, c'est bien qu'il ne soit pas toujours tout seul avec sa mère. Par contre, bon après, quand ce sont des chevaux adultes, effectivement, si vous avez peu de chevaux, que vous voulez les mettre 2 par 2, s'ils ont un lien de parenté, eh ben, ce sera très bien, hein, puisqu'on a dit que le groupe, c'était à partir de 2 chevaux. Voilà. Ah, une autre question. D'accord, il n'y a plus de questions. Ok. Donc